L'Afrique équatoriale est une zone clé pour l'environnement et le climat de l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble de notre planète. Aujourd'hui, on sait que les écosystèmes tropicaux, caractérisés par l'incroyable diversité des plantes et animaux, produisent naturellement de très grandes quantités de gaz qui s'échappent au-dessus de la forêt. Ces gaz vont s'associer aux émanations gigantesques dues aux feux de forêt et de savane, très nombreux dans cette région du monde. Ils réagissent sous l'effet du rayonnement solaire et génèrent des modifications de la composition de l'atmosphère comparables à celles produites par la pollution de type industriel. Les scientifiques ont mis le doigt sur l'un des principaux responsables, l'ozone. Un gaz formé à partir de la recombinaison des multiples émissions. Un gaz oxydant de l'air, puissant et dangereux pour notre santé quand il se trouve dans les basses couches de l'atmosphère. Un ozone toxique, en région équatoriale comme dans les pays industriels, à ne pas confondre avec l'ozone de la très haute atmosphère qui, lui, nous protège des rayons ultraviolets et qui est malheureusement menacé. Le trou d'ozone dont on entend parler, c'est un trou d'ozone qui apparaît régulièrement tous les automnes au-dessus du continent antarctique. Mais il n'apparaît pas à n'importe quelle altitude, il apparaît vers l'altitude de 7 km, 6-7 km, à un endroit qu'on appelle la stratosphère, c'est-à-dire dans la haute atmosphère. Mais il y a également de l'ozone dans la basse atmosphère, finalement là où nous respirons, là où nous vivons. Et moi, je me demande si justement dans les villes africaines, où on a les feux domestiques qui produisent les mêmes sortes de polluants que les voitures automobiles, et où le soleil est encore plus intense que dans nos régions tempérées, c'est pas par hasard que c'est surtout au mois de juillet, en France, qu'on a ces alarmes d'ozone. Eh bien, c'est parce que le soleil y est plus actif. Mais dans les zones tropicales, finalement, c'est quasiment tout au long de l'année. Donc tout ça pour dire que dans les villes africaines ou dans les villages africains, on peut avoir par moment des concentrations de polluants telles que l'activité du soleil va fabriquer énormément d'ozone et que ça va être dommageable pour la santé. C'est ce même ozone, avec d'autres gaz comme le gaz carbonique, le méthane ou indirectement les oxydes d'azote, qui sont par ailleurs responsables de l'effet de serre qui réchauffe actuellement notre planète. C'est pour comprendre les mécanismes à l'origine de ces modifications de l'atmosphère que la mission internationale Expresso a été organisée. Elle associe des scientifiques de différents pays pour se rendre au cœur de l'Afrique équatoriale. Le CNRS, avec l'Institut national des sciences de l'univers, envoie l'avion de recherche atmosphérique et de télédétection ARAT. Il est préalablement équipé d'instruments spécifiques à sa mission. À la France est associé le Centre national de recherche atmosphérique américain, l'Institut des applications spatiales de la Commission européenne, les universités du Congo et de la République centrafricaine. Avec votre gars là, Le programme scientifique de la mission est sous la responsabilité du Français Robert Delmas. Cette région comprend ici la zone de forêt tropicale. Elle est entourée par des zones de savane. Et l'objectif d'Expresso, c'est d'étudier les émissions des écosystèmes savane et forêt avec plusieurs moyens expérimentaux, à partir de la ville de Bangui, notamment avec l'avion du CNRS, et à l'aide d'un site qui se trouve en pleine forêt du Nord Congo, qui est équipé avec une tour instrumentée et un ballon captif. En appui des mesures sur les gaz et les fumées des feux de savane ou de forêt, il y a les prises de vue satellites effectuées par l'Institut des applications spatiales. Chaque jour, ces cartes sont réalisées et mises en corrélation avec les données recueillies sur le terrain.
Pour les scientifiques de la mission Expresso, l'analyse des sols où la matière végétale et animale entre en putréfaction et où les arbres s'enracinent, cette analyse est primordiale. Le sol émet notamment des oxydes d'azote et du méthane en terrain humide. Des gaz qui, même si nous ne les sentons pas, existent en quantité infime et vont se mélanger à d'autres pour devenir les constituants de l'atmosphère. Jules Lohemba traque le méthane qui est émis dans les zones de marais. Il prélève l'air emprisonné dans les sacs pour en analyser le contenu moléculaire et détecter les traces de méthane. Nous sommes à plusieurs centaines de kilomètres de toute présence humaine dont l'activité viendrait fausser les analyses. Faute d'électricité, les chercheurs ont recours à des groupes électrogènes pour alimenter leurs instruments de mesure. Les groupes sont soigneusement filtrés pour ne pas polluer l'atmosphère dans l'environnement là où se font les prélèvements. Ici, ce sont les gaz en toute petite quantité et leurs mouvements qui vont pouvoir être analysés jusqu'à 60 mètres de hauteur. Peter Harley, du Centre de recherche américain, est responsable de l'analyse des gaz émis par les feuilles de la végétation alentour. Avec l'action du soleil, chaque feuille émet des hydrocarbures et notamment ce que l'on appelle des isoprènes, spécifiques des arbres feuillus. Des pompes sont disséminées dans la forêt et aspirent l'air vers les analyseurs. Peter travaille au pied de la tour, le plus haut échafaudage jamais construit en pleine forêt tropicale. Il permet de faire des mesures à différents niveaux, jusqu'à 10 mètres au-dessus de la cime des arbres. À 55 mètres de hauteur, Dominique Sersa de l'Université de Toulouse, avec le physicien Alex Günther, finissent la mise en place des instruments. Oui, alors là on amène un analyseur d'isoprène rapide et ainsi qu'une pompe de prélèvement des échantillons. Ensuite, donc derrière, on a sur la baume à 55 mètres du sol à peu près la direction, la vitesse du vent, la température et l'humidité moyenne. Ensuite, on a de l'autre côté un sonic qui donc me donne le vent dans les 3 dimensions. Ensuite, une plaque qui permet de mesurer les flux. Et enfin, un capteur d'ozone rapide. Tout ça étant connecté par-dessous sur la plateforme qui se trouve à 50 mètres du sol. En plus, nous avons un analyseur d'ozone ici qui mesure sa concentration et nous mesurons là, sur le mât, les échanges d'énergie et de matière entre la forêt et l'atmosphère en sélectionnant les particules d'air qui montent et qui descendent dans des sacs en téflard pour les analyser plus tard. Nous mesurons aussi la température, l'humidité, la vitesse du vent, sa direction. Là, on a un pluviomètre et l'ensemble des paramètres est envoyé sur cette acquisition. À l'équateur, il fait nuit dès 6 heures. Les conditions de température et une humidité souvent supérieure à 90% de saturation dans l'air dégradent très vite les instruments de mesure et les pannes sont fréquentes. Ce n'est que tard le soir que Congolais, Américains, Allemands et Français rentreront à la base distante d'1 kilomètre de la tour. 5 heures du matin, un brouillard épais recouvre la station. C'est aujourd'hui qu'est prévu le lancement du ballon qui va permettre des mesures encore plus haut dans l'atmosphère.
plaçons plusieurs sondes sur le ballon et nous faisons voler le ballon jusqu'à une certaine altitude, 600 mètres, voire 1 km. Il y a des sondes qui sont sur le ballon qui nous transmettent les données qui sont reçues sur cette valise. Et cette valise est couplée à ce micro-ordinateur et ça nous permet donc d'enregistrer nos données sur différents supports, le disque dur ou la disquette. Alexis Minga est chercheur à l'université de Brazzaville. Il fait partie de cette nouvelle génération de scientifiques africains formés aux questions d'environnement. Le ballon qui a été gonflé à l'hélium, il va pouvoir être récupéré, puisque le ballon, quand il est lancé, il n'est pas perdu, il est accroché à un fil, il est déroulé jusqu'à la distance voulue pour pouvoir faire des mesures, et il est bloqué à ce niveau-là et on fait des mesures. Disons que les avantages, c'est que ce ballon peut être réutilisé plusieurs fois. Les inconvénients, c'est qu'avec ce type de ballon, on ne peut pas aller plus loin. On peut aller, par exemple, dans la stratosphère. Ce que permet les autres types de ballons qui sont lancés, perdus, les appareils tous sont perdus, mais les avantages c'est qu'on peut on peut étudier la distribution des paramètres physico-chimiques dans l'atmosphère jusqu'à une quarantaine de kilomètres dans la stratosphère. Mais ça on ne peut pas. Le ballon ne dépassant pas les 600 mètres, c'est donc à l'avion Arat qu'incombent les mesures depuis 100 mètres jusqu'à 4 km d'altitude. L'avion permet de mesurer toutes les émissions de gaz et leur dépôt sur la végétation. Des mesures essentielles pour comprendre les échanges inconnus à ce jour en milieu équatorial entre les différentes couches d'air. Les chercheurs s'intéressent notamment aux émissions et aux dépôts d'oxyde d'azote et d'ozone. Par ailleurs, des filtres permettent de récupérer les fines particules appelées aérosols en suspension dans l'air. C'est en France qu'ils sont analysés. Ces particules noires vont absorber la lumière du soleil. Tout le monde l'a expérimenté cet effet-là. Il suffit de mettre en plein été un t-shirt noir. On transpire à grosses gouttes parce que le t-shirt emmagasine la chaleur. Eh bien, les particules de carbone suisse, c'est pareil. Elles vont capter l'énergie lumineuse, la garder et réchauffer l'atmosphère. Le réchauffement de la planète, c'est ce que l'on appelle l'effet de serre, l'une des préoccupations majeures des scientifiques d'Expresso. À l'échelon global, un des grands enjeux sera de comprendre les modifications climatiques induites par tous ces gaz et susceptibles d'affecter notre planète. Dans cette zone qui est la troposphère libre, les constituants produits ont une durée de vie relativement longue, donc ils peuvent être transportés sur des grandes distances et ils peuvent être également injectés dans la stratosphère ou dans les hautes couches de l'atmosphère. À l'échelle globale, l'ozone va avoir un impact plutôt climatique. Or, le changement de climat, finalement, va intéresser tout le monde. Ça va intéresser aussi bien les pays d'Afrique que les pays tempérés et que les pays en zone polaire. On aura peut-être dans les pays tempérés de plus en plus de tornades. En Afrique, au contraire, il va y avoir certainement plus de sécheresse. Et dans des zones très critiques, par exemple comme la limite du Sahel et de la savane, là où la végétation dépend de la moindre goutte de pluie, et bien si on change la nature des précipitations, le régime des précipitations et globalement la hauteur d'eau qui tombe sur toute l'année, ça peut avoir des conséquences dramatiques et finalement déclencher des famines dans des pays qui ne s'y sont pas préparés, des pays où la démographie est galopante, où ils dépendent énormément de ce qui est produit par les terres. Et tout ça, c'est par la faute de l'homme, c'est par la faute de ses activités mal contrôlées. Aujourd'hui, les analyses sont encore en cours. Il est en fait difficile en microclimatologie de faire des prédictions. Les phénomènes sont complexes. C'est pour cela que des missions comme Expresso sont importantes.
Elles sont les premières pierres d'une compréhension globale des phénomènes qui interagissent au niveau de notre planète.